Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau forum littéraire consacré ce matin à l'écrivain français Jean-Claude Mouillon. Jean-Claude Mouillon n'a pas eu à faire un très très grand voyage pour venir jusqu'à nous, puisqu'il vit depuis longtemps à Madagascar, dans le sud du pays, à Tuléar. Ce sud malgache qu'il observe inlassablement et qui est au centre de son œuvre. Jean-Claude Mouillon est l'auteur de plusieurs romans publiés ici à Tananarive, aux éditions de la Bibliothèque malgache, Roman Vrac en 2007, Bécou ou La nuit du grand homme en 2009 et plus récemment encore Carrefour. Il a également contribué il y a quelques mois à une anthologie de la littérature de l'océan Indien, Escale en mer Indienne, ouvrage dont nous aurons, j'espère, l'occasion de reparler ici prochainement. Les 2 premiers romans de Jean-Claude sont disponibles à la vente aujourd'hui dans le hall du CCAC et peuvent naturellement être empruntés à la médiathèque du CCAC. D'ailleurs, je pense que tout le monde ici devrait être inscrit à la médiathèque du CCAC. Donc, Jean-Claude Mouillon sera interrogé par Mami Andrianzak Rakotumana, qui est à la fois enseignant à l'université de Tananarive et journaliste. À l'issue de ce dialogue, vous aurez, vous, le public, la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Avant de passer la parole à nos invités, je vous demande instamment d'éteindre vos téléphones portables pour que nous passions une matinée, un petit morceau de matinée tranquille et paisible. Et je vous souhaite donc un bon moment avec nous. Merci. Bonjour à tous qui êtes ici. Donc la première question que je pose à Jean-Claude Mouillon est pouvez-vous parler de l'écrivain Jean-Claude Mouillon? On va essayer. L'écriture, ça commence d'abord par la lecture. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire très très, très tôt. Et puis, tout doucement, on écrit un poème, on écrit une chanson, on apprend. Et puis, quand on grandit, on se déplace, on voit des choses, on observe, on les note. Et puis tout ça, ça devient tout doucement un canevas, toutes sortes, de toute manière très logique. Et puis au bout d'un moment, on se lance dans l'apprentissage réel de l'écriture, et puis de la littérature. Et on se forge tout doucement son style, le lieu dans lequel on se sent le plus à l'aise, où on se sent chez soi, c'est dans son écriture, qui ressemble somme toute à une maison, mais dans laquelle on n'est pas enfermé, une maison qu'on se construit tout doucement. Voilà. D'accord, merci. La deuxième question que je vais poser à JCM, parce qu'il signe comme ça, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre œuvre, grosso modo, le parcours littéraire, etc. Bon, il se trouve qu'il y a pas mal d'années, j'écrivais déjà surtout pour le théâtre, lorsque j'étais encore en France. Je me suis trouvé directeur de la rédaction d'un gros magazine en France. Et on m'avait donné carte blanche en fait. Donc j'avais toute liberté d'éditorial. Et tout ça, une fois monté, une fois créé, je tournais un petit peu en rond. Je commençais à m'embêter. Et puis, comme j'ai toujours un peu voyagé, je me suis mis freelance. Et puis, j'ai fait mon petit tour de France quand même, pas mal, et d'Europe également. Et puis, j'ai eu envie de partir. J'avais un choix entre la Nouvelle-Calédonie, où des amis m'attendaient, et Madagascar, où des amis m'attendaient également. Et j'ai ce souvenir qui peut paraître peut-être enfantin, mais il est enfantin de toute manière. Étant gamin, je collectionnais les timbres et ceux de Madagascar étaient superbes. Voilà, j'étais un gamin qui collectionnait les papillons et des choses comme ça, et j'ai pas oublié Madagascar. Donc, quand on m'a dit tu pourrais aller à Madagascar, je suis venu à Madagascar. C'était pour 3 mois seulement. 18 ans plus tard, je suis encore là. Donc j'ai créé une agence de reportage avec un associé photographe. Et puis cette agence était surtout axée sur la brousse et sur le sud. Nous vendions nos reportages à la presse écrite francophone.
et à Madagascar, bien entendu. Et puis ensuite, s'en est suivi tout un périple dans le sud de l'île, ce sud que j'adore. Et enfin, j'ai pu me remettre à la littérature au bout de 10 ans d'existence de notre agence de reportage qui s'appelait Report Mad. On travaillait pour l'Express, on travaillait pour les Nouvelles, et puis d'autres parutions francophones à l'extérieur de l'île. Et pour moi, c'était un vrai plaisir de cesser tout ça et de me remettre enfin à écrire. Voilà. Donc, de la poésie au roman, bon, il y a un parcours d'une quarantaine d'années, quoi, disons. Voilà. D'accord, merci. Bon, l'épisode des timbres, on les retrouve dans les romans. Je ne sais plus dans lequel, mais on retrouve cet épisode dans l'un de ces romans qui sont là. Vous pouvez un peu développer votre parcours littéraire spécifiquement à Madagascar? Ah, je ne suis pas le seul à le dire, mais Madagascar m'apparaît comme être une terre d'écriture. C'est-à-dire qu'ici, j'ai trouvé un terrain, c'est-à-dire une population, des situations, un vécu, un quotidien très 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 fort. Et comme je n'écris que sur le quotidien, sur la réalité, une réalité poétique peut-être, mais une réalité en tout cas, je suis très concerné par la population, par ce qui s'y passe. Et j'ai trouvé ça très 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 fort à Madagascar. Et j'ai trouvé que ça correspondait à ma plume, disons, pour parler comme ça. Et bien voilà, donc l'écriture est partie. Sur Madagascar, j'entends. Je n'écris pas que des choses sur Madagascar. Voilà. Bon, moi j'ai lu certains de vos romans. Et j'ai écrit les notes suivantes. La narration, donc il s'agit des romans que j'ai lus qui sont là. Puis roman vrac. La narration se fait à la première personne. C'est une voix off qui nous introduit dans l'histoire, qui nous guide à travers les diverses intrigues, parfois dans des situations cocasses. On retrouve dans le texte un style oral où s'entremêlent plusieurs registres de langue et qui permet des jeux de mots généralement très amusants. La voix off est une sorte de balise pour le lecteur qui se laisse emporter dans la lecture en un seul trait. La lecture est facile, plaisante, je dirais même addictive, car une fois parti, il est difficile de se détacher du texte. L'auteur a vécu 15 ans, plus de 15 ans dans le sud malgache. Il détient une forte connaissance du terrain et c'est ce qui donne au livre une grande portée anthropologique. C'est-à-dire qu'à partir de la lecture des romans de Jean-Claude Mouillon, on est totalement imprégné on va dire, du microcosme du sud de Madagascar. Bon, dans vos écrits, c'est de la fiction, mais vous signez JCM. Vous avez passé plus de 15 ans dans le sud. Il est vrai que toute œuvre d'art porte toujours un caractère autobiographique et on perçoit toujours ici, dans les romans, et un même style. Le jeu, la première personne du singulier dans le roman vrac et Beck sont-ils les mêmes personnages? Le jeu est-il JCM Jean-Claude Mouillon? Ah. Rimbaud avait écrit Je et autres. Dans ces deux romans qui sont écrits effectivement à la première personne du singulier, en fait, on pourrait voir ça comme une première personne du pluriel, parce que le jeu est à la fois mon double et puis, comment dire, la béquille sur laquelle je m'appuie pour lancer mes textes. Bon, ça n'est pas autobiographique, mais c'est ce qu'on appelle du mentir vrai. Alors, c'est-à-dire on est entre la réalité et la fiction servant à appuyer encore plus fort la réalité pour la faire sortir davantage. Donc, autobiographique, non. Autobiographique, oui. Donc, voilà. Donc, il y a du vrai, il y a du faux. Bon, certains ont dit que la vie était un long fleuve tranquille. Moi, je trouve que la vie, c'est un roman. Et c'est ce que j'essaye de dépeindre à travers mes histoires.
Le jeu, bon, ben, il est là où il a sa place. Maintenant, je n'écris plus à la première personne du singulier, mais j'avais des choses à expurger à un moment, littérairement. Il m'a semblé qu'il était beaucoup plus logique oui, logique, mais surtout important, de partir sur cette écriture un peu nerveuse et à ce moment-là n'impliquer que moi-même. Voilà, l'écrivain, j'entends. Voilà. D'accord. Le jeu dans les romans de JCM sont très réalistes, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les limites de la fiction, entre la fiction et la réalité dans vos écrits? Parce que les histoires ont l'air, les intrigues sont tellement réalistes que on se pose des questions. La question, elle est dans la réalité. C'est vrai que j'ai fait un travail pas de voyeur, c'est pas ça du tout, parce que je participe au quotidien. Aux gens, je vis auprès de gens qui ne sont pas très aisés, dans des quartiers assez difficiles, ou alors en brousse, dans des conditions parfois également très difficiles. Donc à partir de là, j'observe, si vous voulez, je picore dans l'existence, je prends un petit peu ceci, cela, je ne sais pas, une bribe de discussion, un objet qui traîne par là, une jolie fille, et il n'en manque pas dans le pays. Tout ce qu'il y a dans le quotidien, une famille qui a une vie avec beaucoup de problèmes, je ne sais pas, les pousse-pousse me passionnent. Bon, je suis dans ce quotidien, dans cette réalité. Il se trouve que, bon, pas en ce moment parce que j'ai un petit problème de jambe, mais je suis un marcheur. Donc ça me laisse le temps d'observer beaucoup de choses partout où je me promène. Et à partir de là, dès qu'une première phrase, à mon avis, sonne, a de la musique, a une couleur, le récit est enclenché. Et le récit est composé de tout ce que j'ai pu picorer à droite et à gauche. Voilà. Donc, j'observe. D'accord. Merci. Et ça donne des livres. Roman Vrac est une trilogie. Donc il y a 3 romans. Est-ce que vous pouvez le présenter justement, le roman Vrac? Oui. Non, le roman Vrac est une trilogie. Le premier roman, de 3 courts romans. Hein. Le premier roman, intitulé Roman Noir, traite d'un phénomène très perceptible dans le sud, c'est l'histoire des Wasapakafou. Et croyez-moi, les gens y croient. Et ça a créé pas mal de problèmes. Donc je pars sur ce thème-là. Voilà. Et le second, ça pique, et un roman d'une certaine colère que j'ai dû écrire à un moment où j'avais, comme nous tous, eu des problèmes. Donc là, j'engueule tout le monde. Et le troisième, Unja, qui est le nom d'une danse qui se fait lors des Angaloulou, des funérailles dans le sud. Et Unja, c'est comment dire, le symbole d'une rue où j'ai habité longtemps, que j'ai appelée la rue sans nom, parce qu'elle n'a pas de nom, et qui est une rue très, 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 très difficile. C'est-à-dire qu'on y trouve tout ce qui est illicite et dans tous les domaines, et c'est une rue qui arrive à se fermer sur elle-même et à se barricader lorsque il y a un danger qui se profile. Donc j'ai passé quelques années dans cette rue, et donc j'enchante des gens qui à leur manière m'ont enchanté et m'ont donné beaucoup de matière pour l'écriture. À titre d'anecdote, si vous voulez, cette rue sans nom, c'est un petit peu le repère de pas mal de bandits de Tuléar, d'autres trafiquants de Rungun, pas mal de prostituées. Il y a une vie malgré tout, cette immoralité, si on peut parler comme ça. Et pour l'anecdote, j'habitais la maison dont le propriétaire était le gardien-chef de la prison. Donc j'étais assez présenté.
Voilà. Bon, il a fait ici une revue de la trilogie qui se trouve dans le roman Vrac. Il se divise en 3 parties. Dans la première partie, c'est un peu l'histoire d'un Vasa qui essaie de se retrouver. C'est avec ses amis qui s'appellent Taibé, LR et Caca Citron et le père, je ne sais plus comment il s'appelle. Ensuite, le second, il s'intitule le Tsapik. C'est le chroniqueur incompris qui, à tout prix, veut écrire sa chronique, mais à qui on ne laisse pas écrire et qui commence à s'énerver. Et enfin, c'est Unja. Dans Unja, j'ai senti quand même une certaine forme de sérénité parce que finalement, le personnage qui au départ connaissait des difficultés à s'adapter finit par s'intégrer. Et il s'intègre dans le microcosme qu'il appelle la rue Son Nom, qui existe véritablement. Oui. Oui. Donc, il ne s'appelle pas comme ça parce qu'elle n'a pas de nom. Essayez pas de chercher sur une carte parce qu'il le dit dans le roman, vous ne trouverez pas. C'est encore vrai. On note le sentiment ambigu que le narrateur entretient avec le microcosme qui est le sud malgache, à la fois aimé et haï. Pouvez-vous nous parler de cette relation ? Oui. Bon, non, il y a eu un passage très, très douloureux dans ma vie dans le sud. Donc effectivement, là, il y avait un amour-haine. Cela étant dit, tout est reconstruit. Les choses se sont expliquées. J'ai appris encore beaucoup plus que je n'en savais lorsque j'écrivais cet ouvrage. Non, le Sud, c'est, comment dire, je ne suis pas malgache, je ne veux pas être plus malgache qu'un malgache, mais je ne me l'accapare pas non plus, mais c'est devenu ma deuxième maison, quoi, ma deuxième patrie. Et bon, j'y suis accepté, j'y suis intégré, notamment à travers l'humour avec les gens. Je parle de tous les jours. Savoir dire une connerie avec quelqu'un, c'est déjà beaucoup mieux que jouer au mec sérieux qui connaît tout, qui a tout vu. Et non, le Sud, vraiment, je sais bien que tout le monde en a peur. Beaucoup de gens craignent le Sud. Mais le Sud, malgré toute cette déshérence, malgré tout cet abandon, ce sont des gens qui souffrent mais qui ne pleurent jamais. Et là, bravo. J'aime le Sud. Au cas où on ne l'aurait pas compris. Mais la relation est, si vous voulez, la relation est, sans être passionnelle, elle passe tout simplement par des choses simples, par des choses quotidiennes, pas de commisération, non, être là, être présent avec des gens, et puis tout se construit, tout se fait comme ça. Et je crois que les gens aiment bien avoir cette relation avec un étranger, ou même entre eux-mêmes, de toute manière. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne le ferai pas. Mais par contre, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne sais pas la moitié de ce que je devrais savoir encore, et loin de là. J'ai dit tout à l'heure, au départ, que il y a une suite logique dans Roman Vrac. Au départ, vous avez des difficultés à vous intégrer. Et puis, finalement, à la fin, dans Unj, vous faites finalement partie de la tribu de la rue Son Nom. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette intégration ? Elle s'est faite rapidement. Je me suis retrouvé donc dans cette maison. À côté de la maison, il y avait une gargote tenue par le président du quartier. Donc quand on arrive dans un quartier, on part tout de suite se présenter, évidemment. Et puis il se trouve que tout de suite, on s'est très très bien entendu devant une bouteille de bière.
Et je suis rentré un petit peu dans cette communauté qui est l'ethnie Tanalan, principalement dans ce quartier. Et je ne sais pas, beaucoup de choses se sont passées d'un seul coup. C'est vrai que j'étais le seul Vasa à habiter là, dans un quartier redoutable, absolument pas, mais décrié par la bonne pensée. C'est-à-dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, et moi ça m'a intéressé beaucoup parce que j'ai trouvé là une matière à écrire, à dire des choses, à me marrer, et c'était le bonheur. Pendant ça a duré des années et des années, c'était le bonheur. Et puis après j'ai dû déménager parce que ma nouvelle épouse ne tenait pas trop à habiter là-dedans. Voilà. Mais j'ai mes attaches toujours. Voilà. Donc oui, c'était un terrain d'écriture. J'écrivais énormément là-bas. Et lorsque du temps de Repormad, on faisait nos reportages en brousse, on donnait aux gens les magazines ou les journaux où sont parus les reportages. Donc il y avait retour, et ça les gens n'oublient pas, même à 500 km. Et ça vous donne une porte d'ouverture, c'est un passeport en fait, pour pouvoir continuer à se balader, à aller à droite et à gauche. C'est un véritable passeport et les gens parlent énormément, c'est un tam-tam, et ça n'est pas oublié, et la reconnaissance vous revient. Et ça, c'est très très important d'avoir ce rapport avec les gens. Surtout que maintenant, on ne fait plus que passer, on fait partie du paysage, donc je vois aucune raison de ne pas prendre mes libertés, à travers l'écriture par exemple, ou à travers les chroniques que je fais tous les jours pour le magazine Les Nouvelles. J'ai droit à avoir une certaine liberté, et le complexe, le syndrome du Vasa, il existera toujours évidemment, mais il est complètement amoindri. Pour moi, j'ai ma liberté, je l'ai gagnée. Voilà. Et la littérature, c'est de la liberté. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais bien évoquer, m'oublier un petit peu, la littérature malgache francophone qui est très très existante à Madagascar. Alors, excusez-moi, j'ai pris, ce sont tous des auteurs que j'ai lus, mais j'ai une mémoire, comme dit la chanson, j'ai la mémoire qui flanche. Mais je vais vous citer quelques auteurs, si vous me le permettez. Donc dans les premières chroniques de Madagascar, des textes sélectionnés par Dominique Ravenousson, il y a donc des gens comme... Tout le monde n'habite pas à Madagascar. Il y a Miali Andrea Manadjar, Jean-Claude Fouta, David Jaoumanuru, Eri Mahavanun, Esther Nirina, Charlotte Rafenu Manjatu, Leruvi, Baurarambu, Narcisse Randria Mirado, Dilara Tsifan Dia Amanana, Joari Labelousson, Serge-Henri Rodin. Il y a dans les nouvelles chroniques de Madagascar Eri Mahavanuna, Joari Labelousson, Désiré Razavingetto, Cyprien Toazara, sans oublier l'incontournable Jean-Luc Raharimanana, qui rencontre un sacré succès en France. Je parle aussi d'un Vasa cette fois, Léon Chomsky, qui a énormément écrit sur le Sud. Il écrivait depuis Fort-Dauphin. Je vais en terminer bientôt avec une toute récente parution d'une revue intitulée Rive-Neuve Continent et intitulée Escale en mer Indienne, co-dirigée par Le Clésio, qui a eu le prix Nobel quand même il y a quelque temps. C'est pas rien. Donc on y retrouve Jean-Luc Raharimanana, Joari Avalusson, Soua Hélène, Magali Marson, Eri Mahavanuna, et puis votre serviteur. Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'écrivains à Madagascar qui ne sont peut-être pas lus ou entendus comme il le faudrait. Donc là, l'oralité l'emporte sur l'écrit à Madagascar, et puis le livre est cher, ça, je le conçois. Voilà. Je tenais à citer tous ces écrivains. J'en ai certainement oublié. Qu'ils me pardonnent. Voilà. C'était un discours dans le discours. D'accord, merci.
Quand on lit les textes de Jean-Claude Mouillon, on se trouve dans un univers embrumé par les paradis artificiels. La couverture collector du roman Vrac représente des bouteilles d'une bière locale. Le titre est un jeu de mots sur le tokagas local. Dans le troisième roman, vous parlez de sacs illicites que vous cachez aux autorités. Vos textes semblent embrumés derrière le paradis artificiel, ou encore on peut y déceler le vertige d'une sorte de dithyrambe endiablé. Par exemple, roman vrac, Tapik, Wund, Japik. Est-ce que vous pouvez un peu parler de cet univers, du paradis artificiel qui nappe un peu, on va dire, vos textes, votre univers? Oui, non, alors je ne suis pas du tout un fumeur de Rungoon, je tiens à le dire, mais bon, même si je l'étais, je vous l'aurais dit, rien à cacher. Mais non, il se trouve que, bon, oui, j'ai vécu dans un environnement de gens qui fumaient ou qui trafiquaient, et puis bon, c'était la rue sans nom, quoi, voilà. Non, et puis là où je plaisante beaucoup, c'est effectivement, on a eu un jour la visite d'un Suisse qui travaillait dans une ONG pour populariser les fours solaires, et il est venu faire un essai dans ma cour, et là les gens sont venus, c'était les Martiens qui venaient de débarquer, quoi. Et puis bon, mais j'exagère quand je parle du Rungoon qu'on cache, parce qu'il faut faire attention. Alors, oui, dans la réalité c'était un Suisse, mais là dans le livre c'est un Allemand. Mais donc non, j'ai brodé, j'ai fait de la littérature. C'est à ce niveau que j'hésite, que j'ai demandé à Jean-Claude Mouillon quelles sont les limites entre la réalité et la fiction, parce que ce qu'il vient de vous raconter là est cité dans le roman. Ce sont les gens d'une ONG qui viennent pour présenter un four solaire, et les gens du village ne comprennent pas exactement ce que c'est. Mais ils jouent le jeu, ils regardent, etc. Bon. Les textes sont une focalisation, un foyer d'énonciation d'un vasa sur la réalité malgache. Vous semblez avoir beaucoup voyagé. Pouvez-vous situer le Sud d'abord, puis la réalité malgache en général dans l'hyperstructure mondialiste? Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, vaste sujet. Bon, le Sud, on sait toujours que c'est en dessous du Nord. Mais la mondialisation, c'est pas quelque chose qui est abordé là, là où je vis. Déjà, Tana, c'est le bout du monde pour la plupart des gens. Donc oui, bien sûr, il y a la presse, il y a la télévision, il y a des informations qui circulent, mais bon, je ne pense pas que les gens soient, je parle du Sud et de l'extrême Sud, soient dans leur majorité complètement préoccupés, intéressés et préoccupés par ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation. Je crois que ça, ça leur échappe totalement. Maintenant, la position de Madagascar en général dans le monde, eh bien, elle garde cette réputation d'île à la faune et à la flore endémique, une population accueillante. Bon, c'est des images touristiques. Maintenant, si on pioche un petit peu plus et si on monte une réalité, on s'aperçoit, les gens savent qu'effectivement Madagascar n'est pas Haïti, ou d'autres pays encore plus malheureux. Mais je ne sais pas si Madagascar est perçu à l'extérieur positivement ou négativement. C'est vrai que beaucoup de fêtes la font se poser malheureusement négativement. Il n'y a qu'à regarder les chiffres du tourisme depuis quelque temps. Et puis, mais pour le reste, je crois que la vision des gens de l'extérieur sur Madagascar reste très très positive. Je ne vais pas souvent en France, mais lorsque j'y vais, je vois des amis malgaches, et je n'ai jamais entendu parler un Français,
de donner du mal, des malgaches. Il y a comment dire, il y a une réelle assertion. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que je peux dire sur, mais je ne sais pas si ça a à voir avec la mondialisation. J'avoue que je n'ai pas de grande idée sur la question. Est-ce que vous êtes en train de dire que le microcosme que vous décrivez dans vos romans, celui de la rue sans nom, de LR, de Caca Citron, etc., est-ce que c'est un univers hermétique à la mondialisation? Hermétique, je ne suis pas sûr, mais pas du tout intéressé. Ils ont d'autres soucis, ils ont vraiment d'autres problèmes que quand ils voient la télévision. Bon, c'est pour regarder des choses distrayantes, distractions, voir des informations, mais j'ai le sentiment que c'est quand même d'une manière passive, qu'il n'y a pas un réel intérêt pour ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est un sentiment profond. De même, lorsque j'essaye d'expliquer ce qui est écrit dans un journal, bon, j'ai l'impression qu'on m'écoute par politesse, mais je ne pense pas que les gens soient... Ça, c'est une réalité aussi. C'est comme ça. Je ne dis pas que les Malgaches ne sont pas curieux, loin de là, mais les problèmes immédiats sont tels que on préfère se calfeutrer en famille et sur des certitudes que sont justement les traditions, coutumes, et bon, au-delà, c'est très loin. D'accord. Tout à l'heure, on a essentiellement parlé de romans vrac et de P. Une dernière question avant de donner la parole au public. Quelles sont vos dernières publications, vos derniers romans? Parlez-nous un peu de... Il y a un troisième roman intitulé Carrefour, qui est disponible en ligne déjà, au lulu.com, c'est ça, Pierre? Lulu.com. Donc lui est en ligne déjà. Ça se passe toujours à Tuléar. Ne m'en veuillez pas. Je sais que je vous bassine avec Tuléar au lieu de Sapic, mais c'est comme ça, pardon. Et donc Carrefour. Et puis apparaître à la suite, moi, l'Antoine, dit l'idiot du Sud, donc tout un programme, encore une trilogie. Voilà, ça sont des livres à venir. Bon, maintenant, c'est mon patron, l'éditeur, dit plus de se remuer les fesses. Bing. Et comment on pourra se les procurer? En librairie ou bien il faut attendre? Pour le moment, ce n'est pas édité sur papier. Ah, d'accord. Oui. Bon, mais vous connaissez les problèmes qu'il y a eu. Les éditions de la bibliothèque malgache avaient tout un stock dans une librairie qui a brûlé pendant les émeutes à Tana. Donc tout ça vous fait un manque à gagner. Donc on est arrivé à parler des conditions financières, comme tout un chacun ici. Donc ça bloque effectivement tout projet en cours. Voilà. Bon, maintenant c'est le moment où le public pourra poser des questions. Merci. Oui, L'éditeur. puisqu'on parlait d'édition, je suis l'éditeur de Jean-Claude. Donc c'est pas tout à fait exact ce que tu disais. Carrefour n'est pas disponible en ligne, on peut le commander en ligne et on reçoit un exemplaire papier. C'est beaucoup plus coûteux qu'une fabrication locale, mais ça permet de ne pas faire d'investissement sur 200, 400 000 exemplaires. Le quatrième roman sera publié dès que possible. Mais je voulais poser une vraie question à Jean-Claude, une question de littérature. Tu m'as dit un jour, et aujourd'hui tu vas devoir t'expliquer, tu m'as dit un jour, mon écriture est de plus en plus radicale. Qu'est-ce que tu entends par là? Radicale dans la mesure où j'ai trouvé mon rythme, la musique que je cherche à travers des phrases, à travers des histoires, des couleurs, et je radicalise effectivement quelque chose que j'ai acquis avec beaucoup de temps, beaucoup de travail,
Donc, je me radicalise dans mes choix également, dans ce que je veux raconter. Et je n'avais jamais pensé un jour être quelqu'un qui n'écrirait que sur le Sud. Et là, je suis parti pour vraiment continuer ça, et avec le style qui m'est propre. Voilà. Lorsque j'écris quelque chose pour la France, ça n'a rien à voir. Mais quand je suis ici, je ne sais pas si ça s'expliquait, mais me radicaliser, c'est que je suis sûr de ce que je fais. Et ça, c'est pas de la flagornerie. Je sais où je vais et je sais ce que je dois dire. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de la liberté. J'ai ma liberté et je ne tiens pas à la perdre. Dans la littérature, entendons-nous bien. Dans la vie aussi, d'ailleurs. Voilà. Oui, merci de tout ce que vous nous avez dit. Merci. Et merci pour l'idée de la radicalisation. Ce n'est pas une question. C'est tout simplement que je voudrais insister sur la beauté de la manière dont vous avez créé votre univers. Sérieusement. Eh bien, dis donc, je suis touché. Oui, Non, mais sérieusement. Et que je crois que le plus important, c'est d'arriver à expliquer comment un écrivain se crée un univers, peut-être à partir de lui ou en dehors de lui, et que de toute façon, il est toujours in et out. Oui. Que ce qui est le plus amusant, en fait, quand on écrit, c'est à partir de ce que l'on est, de ce que l'on voit, de ce qui nous entoure, de se créer son univers. Et je suis d'accord avec vous, à un moment donné, il faut radicaliser. C'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien, oui. Je ne demande pas de question, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Mais je sais que vous écrivez. Merci. Bonjour. Je voudrais seulement demander, quel est votre public cible? Pardon? Votre public cible. Vous étiez sur le terrain au sud de Madagascar, Oui. c'est-à-dire avec les Malgaches, mais vous écrivez en français. Et votre public cible, ce sont les Malgaches ou bien ce sont les étrangers? Et non, deuxième question, c'est est-ce que vous partez de la subjectivité ou bien de l'objectivité dans vos romans? Voilà, bon. Alors, je fréquente davantage les Malgaches que les Vasas. C'est comme ça. C'est pas du racisme, c'est pas de l'ostracisme. Il se trouve que c'est comme ça chez mes copains avec qui je parle. Bon, j'ai des copains Vasas. J'ai une petite bande de copains, mais bon, mais qui eux vivent également beaucoup plus avec les Malgaches. Voilà. Donc concernant subjectivité, objectivité, eh bien, je crois que ça rejoint un peu ce que disait Madame. C'est les deux. Et ça, j'aimerais bien expliquer. On part d'un réel, enfin de quelque chose qu'on a vu, perçu, touché, je ne sais pas. Et puis l'histoire vous en fait autre chose. Au bout d'un moment, ce n'est plus vous qui faites l'histoire, c'est l'histoire qui vous entraîne. Vous comprenez? Vous n'êtes plus maître, oui, quand même un peu, mais vous n'êtes plus maître du jeu. C'est l'histoire, là, c'est parti, boum, on ne sait pas où on va, peut-être dans le mur, mais c'est l'histoire qui commande. Voilà. Le rythme vous embarque, et puis, moi j'ai essayé plusieurs fois de faire ce qu'on appelle des plans. Car un livre avec en première partie, deuxième partie, troisième, j'y suis jamais arrivé. Je suis jamais arrivé à la fin. Il faut que je me laisse embarquer. Et si l'écriture m'embarque, je sais que le ton est juste. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne, c'est pas obligé que ça plaise à tout le monde, mais on est embarqué. Donc, objectivité, subjectivité, même chose. Voilà. Et concernant les coins du Sud, parce que si j'ai bien compris la question, là où j'ai eu le plus de bonheur, hormis Tuliar, et je vis chez les Massicourt également, que j'aime beaucoup, et c'est quand même le pays Entandouille, Tanalan, Mahafal. Là, je me sens bien dans ces coins. Voilà. Et j'en parle beaucoup dans mes livres. Voilà. Si l'on considère tous les écrivains que vous avez cités tout à l'heure, ce sont tous des écrivains francophones et pour la plupart malgaches. Ceux que j'ai cités sont des écrivains francophones. Oui.
Donc, Mais je pense que vous pouvez vous procurer les livres de Chroniques de Madagascar et Rive-Neuve Continent, je crois, à la bibliothèque du CCAC. Je pense qu'ils doivent les avoir. Donc, c'est-à-dire que vous avez pu créer votre univers à travers un environnement malgache. Et ma question est, vous considérez, vous, comme un écrivain français ou comme un écrivain francophone? Oui. Mais les deux. Les deux. Mais en aucun cas, je suis Vasa et je reste Vasa. C'est vrai que je serais bien prétentieux de vouloir faire autre chose. Donc, français, oui, mais lu dans des pays francophones. Donc, je ne fais aucune différence entre les deux. Ça fait très plaisir d'ailleurs d'être lu dans des pays francophones. Juste pour répondre à la question tout à l'heure sur objectivité et subjectivité, je pense que le jeu utilisé par JMC, je pense, que c'est à la fois une autopsychanalyse à la première personne et aussi une accumulation, une intériorisation des faits observés pour signifier pour signifier d'une certaine manière le microcosme qui a été dit tout à l'heure. Et dans la foulée, un vers de Bertrand Born me revient à la tête, je cite, « Ici, la poésie est quotidienne, elle est simplement l'ivresse heureuse du langage. » Très juste. Très très juste. Par contre, pour la psychanalyse, je ne sais pas, là je ne peux pas vous répondre. C'est peut-être vrai inconsciemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, je n'ai pas senti. Merci bien. Excusez-moi, ce jour me réjouit parce que ça fait longtemps que je vous ai connu de vue à Tuléar parce que je suis guide touristique. Et pendant 15-17 ans, je fais le voyage en transportant des vasas. Je vous voyais à Saint-Fil, à Kilsouflir et à Paskib, comme ça. C'est des quartiers que je connais bien. Et excusez-moi, je fais le dire parce que tellement je m'en réjouis de vous connaître et surtout de connaître votre voix parce que je vous croise comme ça dans les rues de Tuléar. Merci. Merci beaucoup. Et puis surtout d'avoir parlé à ma place de Ampaskib et de Sans-Fil, qui sont les lieux où je vis, où j'ai tous mes amis. Mais merci. La prochaine fois, vous me klaxonnez. On y va boire un verre. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, tout à l'heure, vous avez dit que votre style se radicalise. J'ai lu Kéré et je trouve que c'est un texte qui manque un tout petit peu, qui a perdu, on va dire, entre guillemets, l'humour que vous avez dans Roman Vrac et dans Pécou. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Non, justement, parce que oui, ce qui s'est passé, c'est que c'est le début du roman. C'est un extrait qui est paru dans la revue. Quand en accord avec moi-même, Kéré est vraiment quelque chose de, justement, quand on parle du Kéré, je crois savoir de quoi je parle. On n'a pas envie de dire n'importe quoi. Là, Kéré est encore traité sur le thème de l'humour, mais en aucun cas de la désinvolture. Pour faire passer quelque chose de grave, il me semble que rien n'est mieux que l'humour. Parce que si on est là à pleurer sur soi-même et tout, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer. Si on met du piment là-dedans, de l'humour tout simplement, je crois qu'on attire davantage l'attention et le respect des gens dont on parle. Vous verrez quand vous le lirez en entier, Kéré, sous un regard amusant, enfin ludique, c'est quand même quelque chose de très dur.
Parce que les personnages en question, moi je ne vais pas vous raconter un livre qui n'est pas encore sorti, mais les personnages en question, en fait, vont devoir quitter leur village parce qu'il y a eu une invasion de sauterelles, etc., etc., etc. Et donc, ça c'est un fait commun au sud. Pourquoi Tuléar a autant de pousse-pousse? Parce que la majorité d'Entendreuil quittent leur village. Il y a une migration énorme à Tuléar. C'est le même problème pour Tananarive, bien sûr. Et chacun se débrouille comme il peut. Et c'est ce que j'essaye de raconter dans Kéré. J'en dis pas plus parce que l'éditeur il fait pas son boulot. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de subjectivité et d'objectivité. Ce qui est intéressant dans les romans de Jean-Claude Mouillon aussi, c'est le foyer d'énonciation. C'est-à-dire que c'est un Vasa qui porte son regard sur la réalité malgache. Et à plusieurs moments dans le texte, il parle des tribulations des Vasas, en fait, qui sont perdus dans le sud, parfois à cause des femmes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cet aspect? C'est le grand classique, ça. Oui, mais... Ça, c'est un secret de Polichinelle. Oui, ce que j'ai à dire là-dessus, si vous voulez, au risque de fâcher peut-être des personnes, c'est que je vois arriver et je veux jouer d'aucune suprématie, c'est pas ça le problème. Mais je vois arriver des gens qui ne me paraissent pas très très intéressants et je vois pas trop ce qu'ils peuvent apporter au pays, si ce n'est larguer de la monnaie et puis revenir avec une gamine à l'hôtel. Je ne vois pas trop ce que ça peut apporter, ces gens-là. Je n'ai pas à incriminer qui que ce soit, mais je le vois sur Tuléar de plus en plus. Je n'ai rien contre les retraités, rassurez-vous, mais pas mal de retraités qui au bout qui s'installent, qui sont dans de très belles maisons, qui sont de très beaux 4x4, qui au bout de 2 jours vont se marier avec une gamine qui a 40 ans de moins qu'eux, mais je ne vois pas ce que ces types-là peuvent apporter de concret à travers un travail, à travers une activité, à travers... là, oui, ça m'agace fortement. Ouais. Et compatriotes ou pas, je n'ai rien à cirer. Dans Beek, c'est 2 histoires parallèles en fait. Il y a un chant très long qui va en parallèle avec une histoire entre guillemets policière. Et dans le chant, vous devenez presque mystique, on va dire. Vous devenez presque mystique. Vous êtes en osmose avec les gens du Sud, avec la tradition. Est-ce que vous pouvez un peu parler de... Disons que non, j'ai utilisé le chant Bécou, mais que j'ai complètement revisité et retravaillé pour raconter l'histoire du grand homme, dont c'était les funérailles. Donc, à travers les saïri, les chanteurs de Bécou, toute l'histoire du grand homme nous est restituée. Voilà. Mais ce n'est absolument pas une reconstitution du Bécou. J'en fais une interprétation personnelle. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que le livre est sorti, et peu de temps après, Théo Mika a gagné le prix RFI en parlant du Bécou. C'était marrant. Juste au même moment. Quelque chose qui était dans l'air. Voilà. Parce que le Bécou est intéressant. Pour connaître... c'est pareil, c'est très communautaire. C'est très beau. Quelque chose qui me fascine, que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est la position de regard que vous avez, de témoin ou de regard de choses terribles. Vous parlez d'humour, mais ma question elle est assez simple. Comment pouvez-vous aller au bout de l'humour, de la description,
quand vous écrivez? Première question. Deuxième, je sais que la question est piège, mais c'est pas grave, je la pose. Et la deuxième question, c'est quel est le rapport chez vous du texte et de la musique? Qu'est-ce qui va avant, la musique ou le texte? Je réponds là pour la question. C'est rouge. Bon, mettre un frein à l'humour, oui, bien sûr, je me mets des limites. Oui, et heureusement, parce que sinon, ça serait du n'importe quoi, de la dérision gratuite et tout. Non, non, il faut mettre l'humour, ça se dose. Enfin, j'ai ma petite cuisine, quoi. J'ai du mal à l'expliquer. Et puis, oui, deuxième question, je me souviens plus. Ah oui, 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 oui. Ben, la musique, elle arrive quand une phrase sonne juste, quand le récit va va s'amplifier, va prendre de l'épaisseur, va entraîner justement l'histoire. Là, il y a boum boum, il y a une petite musique. Hein. Alors rassurez-vous, c'est pas toujours que du tzapic. Il y a un rythme, des couleurs. Et ça c'est pareil, j'ai du mal à expliquer ça, quoi. Il y a une musique qui m'entraîne. Mais les personnages, même chose. Lorsque un de mes personnages, je connais sa voix, je sais qu'il existe réellement. Et ça c'est difficile à expliquer. C'est un des mystères de la création. Et c'est valable pour la littérature, c'est valable certainement pour la peinture, pour d'autres trucs, etc. Bon, la musique, c'est valable pour les musiciens, hein, Maëlie? Mon beau-frère, Mamada. Excusez-moi, j'insiste sur la musique, parce que j'adore vos chroniques. Très honnêtement, je hurle de rire à chaque fois, et en même temps, je me pince en disant, oh là là. Mais vous avez une écriture en staccato, très comme ça. Oui, oui. Est-ce que c'est travaillé ou est-ce que ça s'est imposé? C'est-à-dire que c'est arrivé naturellement, mais après des années de travail. Et non, mais c'est ça. Non, mais voyez-vous, j'avais un ami peintre, malheureusement décédé, qui m'a dit oh là là, je suis resté des années devant la toile blanche, tout ce que je faisais, c'était nul. Et puis un jour, poum, tout s'est libéré, sans savoir pourquoi. Il a dit ce jour-là, c'était parti, quoi. Voilà. Il avait trouvé sa petite musique, certainement. Voilà. Et ben c'est pareil en littérature. Enfin, oui. Je ne sais pas ce que vous direz à un autre écrivain, mais je crois qu'on lui dirait certainement la même chose, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut travailler. Justement, à propos de la musique, pourquoi vous rattachez vos textes à des rythmes musicaux, par exemple le tzapik, Wunda, Beko? Ben oui, c'est la phrase qui le porte, mais la phrase est également portée par ça. Bon, il faut dire que là où j'écris, c'est impossible de trouver un endroit sans que vous ayez du tzapik qui vienne vous crier aux oreilles. Donc, on finit par en être imprégné. Moi, ça ne me gêne pas, parce que j'aime beaucoup le tzapik, mais on n'y échappe pas, quoi. Donc, effectivement, ça s'imprègne, ça rentre dans le texte. Et puis, c'est une musique tellement décalée. Je crois que parfois, mes textes sont bien décalés, donc je ne sais pas, ils se sont bien rencontrés. Pour parler comme ça. Vous avez parlé de l'importance de la lecture avant l'écriture. C'est Christiane qui parle. Est-ce que vous pouvez nous dire quels auteurs vous lisez en ce moment, actuellement, et quels sont ceux qui vous ont marqué? Ok. On va commencer par le début. Étant gamin, en France, comme beaucoup d'enfants, je lisais la Bibliothèque rose, la Bibliothèque verte, etc. Et puis mon père a vu que je me passionnais pour la lecture. Un jour, il m'a apporté, bravo si j'oublie, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et boum, il y a eu un déclic. Je suis rentré
en lecture, comme on peut rentrer en religion, quoi. Donc j'ai lu un petit peu de tout. Et j'ai toujours du mal à répondre à cette question, qui m'a influencé. J'ai lu des gens tellement différents que je ne sais pas qui m'a influencé, mais bon, je peux dire que comme tous les auteurs français et francophones de ma génération, on est des enfants de Céline quand même. Et bon, c'est très controversé Céline. Et, bon, politiquement, c'était pas vraiment ça. Mais il a apporté une telle révolution dans le roman qu'on ne peut pas rester insensible si on est féru de littérature. Là, je lis de moins en moins parce que j'écris de plus en plus. Donc, lorsque j'écris, je ne lis pas. Je me sens trop mauvais par rapport aux autres. Ça me fout le complexe, ça me fout le cafard. Donc, c'est vrai. Mais beaucoup d'écrivains ne lisent pas quand ils sont en période d'écriture. On ne veut pas se laisser. Puis il y a des influences et tout ça. Bon. Mais bon, j'ai lu beaucoup d'Américains. Le roman africain, oui. Et puis bon, ouais, non, c'est vraiment difficile pour moi de dire. Mais, et là c'est sans démagogie aucune, dans les noms que je vous ai donnés tout à l'heure d'écrivains malgaches, il y a vraiment des pépites. Il y a vraiment un vrai devenir. Et que ces gens-là puissent être aidés d'une manière ou d'une autre, ce serait génial. Vraiment. Je ne citerai pas de noms plus que d'autres, parce que donc, mais avant l'écriture, la lecture, c'est la chose la plus importante. Et le plus jeune possible. Mais maintenant, je sais bien avec Internet, les vidéos, les drogues, machin, truc. Je ne sais pas où il passe le livre en ce moment. Ce sera peut-être la conclusion. Je vais vous dire un secret. Il a 2 livres en poche, c'est moi qui lui ai donné tout à l'heure, c'est sans doute ce qu'il va lire prochainement. Et je les ai choisis parce que c'est lui, et je me suis dit que ça allait l'intéresser d'une manière ou d'une autre. Il y a un livre de René Fallet, qui est un humoriste souriant, et il y a un livre de Pierre Desproges, pardon, qui lui est un humoriste grinçant. C'est lui il avait le cancer, il en est mort, et il avait dit cette phrase... Je n'ai pas le cancer. D'abord, je suis contre. Des proches. Il savait qu'il allait mourir. Il a continué comme ça. C'était grinçant. C'est vrai. Et c'est sur cette note que nous fermons cette séance. Il n'y a plus de questions. Donc, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions Jean-Claude Mouillon. Nous remercions le public pour les questions et les remarques. Voilà, merci beaucoup. Très grand merci à vous.